Le 13 novembre 2015, des terroristes islamistes déclenchent l'horreur à Paris et à Saint-Denis. 130 morts, plus de 600 blessés, des milliers de traumatisés. J'entendais des tirs, j'entendais des gens qui criaient. Je me suis dit, il y a des gens qui meurent et quand ils auront fini sur la droite, ça sera à mon tour. Mais le Bataclan, c'est ma fille qui est blessée, c'est mon gendre qui est mort. L'émotion est telle que les attentats s'inscrivent immédiatement dans les mémoires individuelles et dans l'histoire. 35 ans. Mais qu'en sera-t-il demain? Comment le souvenir des attentats va-t-il évoluer? Et qu'en est-il de la mémoire traumatique des victimes? Depuis 5 ans, de nombreuses recherches analysent, classent et s'appliquent à saisir la construction, l'évolution et la transmission de la mémoire des attentats. Est-ce que vous pourriez me raconter le 13 novembre 2015? C'était quoi alors votre première réaction? Alors comment ils se construisent ces témoignages? Pourquoi ils évoluent? Comment le témoignage d'un individu absorbe ce que dit la mémoire collective? Et ce qu'on étudie ici, c'est la capacité du cerveau à bloquer, à stopper un souvenir. Nous, notre projet, c'est de commémorer et de rendre compte d'un phénomène qui s'étend sur au moins un demi-siècle. La mémoire des attentats, ou les mémoires, nous renvoie à nous-mêmes, à notre rapport au temps et à l'histoire, et à notre désir de laisser des traces afin que les générations futures n'oublient pas ce qui est advenu le soir du 13 novembre 2015. La nouvelle expérience historique des attentats terroristes a changé notre façon de réagir. Cette forme de terreur crée un état de choc, non seulement pour les victimes, mais aussi pour les personnes qui en sont témoins. C'est le choc de la peur. La peur vous immobilise, elle vous paralyse. Comment faire pour aller à nouveau de l'avant? La seule façon d'y parvenir, c'est de commencer par se souvenir. C'est très important, car jusqu'à présent, on disait que s'il vous arrivait malheur, vous deviez essayer d'oublier. Ce que je trouve très intéressant, c'est que depuis l'an 2000, on ne parle plus d'oublier. Le chemin qui mène d'un passé traumatique à une nouvelle vision de l'avenir passe uniquement par un travail de mémoire. Durant plusieurs semaines, jour et nuit, des dizaines de milliers de personnes déposent en silence des offrandes sur les lieux des attentats. Je suis allée sur le lieu de l'attentat avec des fleurs, des bougies. Et j'ai tenu à le faire, tout en ayant très très peur. Parce que pareil, j'avais peur que les terroristes ressurgissent à n'importe quel moment. Et en même temps, j'avais envie de montrer mon soutien au patron de cet endroit qui a aussi perdu sa femme, qui a perdu des amis, comme plein d'autres personnes d'entre nous. Place de la République, je trouvais ça très émouvant. La société civile comme ça qui crée son propre hommage. Je redoutais la charge émotionnelle pour moi de voir ça, sachant que là ça me concernait au premier chef. Déposer des fleurs immédiatement après une attaque terroriste, allumer des bougies, c'est un langage transnational de commémoration. Je ne pense pas que ce soit artificiel. Cela montre simplement qu'une communauté de plus en plus mondialisée suit un certain modèle pour affronter le passé.
C'est bien, mais ça n'apaise pas. Non, enfin, moi, ça ne m'a pas apaisé du tout, non. Non, c'est pas un pansement, c'est pas une caresse. C'est bien que ce soit là, ouais. Ça change rien. Au fond de soi, quoi. À la peine ou au bouleversement qui est ressenti, ça change rien. Dans les heures qui suivent les attentats, face à l'événement, les gens se rassemblent en place publique et ont besoin de déposer des objets, des messages, etc. Et on parle bien justement de mémoriaux éphémères. C'est déjà une première forme de mise en mémoire, quoi. C'est quelques heures après l'événement, mais justement l'événement est un événement passé dont on se commémore déjà. C'est pas un simple passé qui passe, justement. Donc on est quelques heures après, quelques jours après, et déjà c'est une forme de commémoration. Ça interroge ce lien entre le court terme et le long terme. Où s'arrête la réaction à court terme, où commence la mise en mémoire. On pourrait finalement en venir à penser que la mise en mémoire, elle est là dès le début. Quelques jours après les attaques terroristes, la mairie de Paris décide de sauvegarder les mémoriaux éphémères. Au fil des mois, ce ne sont pas moins de 17 campagnes de collecte qui sont organisées par les archives de Paris. On va les sécher, les archiver et ensuite on va les numériser pour les mettre en ligne dans un avenir plus ou moins lointain. Voilà, donc ça prend énormément de temps, c'est douloureux. En même temps, on voit des choses. Et puis, c'est une manière de leur rendre hommage aussi. Le quartier a été très vite submergé par des inscriptions, des photos, etc. Ce phénomène, évidemment, n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que ces archives, ces institutions patrimoniales, recueillent des choses qui, il y a encore 20 ans peut-être, ou 30 ans, n'auraient pas été considérées comme des archives nobles. Noble, ça veut dire digne d'être ramassé, collecté, conservé. Cet événement montre bien ce besoin qu'on a dans nos sociétés de marquer très vite une trace de ce qui s'est passé et de la conserver. Au total, plus de 7700 documents sont collectés, dépoussiérés et décontaminés avant d'être classés et archivés. Destinés à être communiqués à un large public, ils fournissent un précieux matériau aux chercheurs qui travaillent sur la mémoire des attentats. Bien souvent, quand on regarde tous ces documents-là, on a l'impression d'abord que c'est très répétitif, que c'est juste des émotions qui s'expriment, que les gens disent qu'ils ont sur le cœur, qu'ils compatissent, etc. Et on se rend compte que c'est beaucoup plus intéressant qu'on l'imagine. Donc une première chose qu'on voit, c'est qu'il y a d'une part des messages qui sont signés nominativement, où les gens donnent au moins leur prénom, leur nom, et d'autres qui sont anonymes. Il y a des messages qui ne sont pas signés du tout. Voilà, on a Peace and Love sans signature. Là, on a à l'amour, à la paix, à la liberté, Peace for Paris. Et là, on a des messages anonymes avec des formules, et ces formules, elles sont intéressantes, elles disent quelque chose aussi de ce qui fait que les gens se sentent concernés. Une personne déçue de ce monde, une Parisienne, vous êtes mes enfants, vous êtes nos enfants, une maman. D'un côté, en gros, on a un je qui s'exprime, c'est ce qu'on retrouve après dans le je suis Charlie. De l'autre, on a un nous, et différents nous en fait. Il y a tout plein de nous, on pourrait croire que c'est que le nous national, et en fait c'est plus compliqué que ça. Il y a le nous national, il y a un nous local, il y a un nous parisien, il y a tout plein de nous qui s'agrègent, et ce qui fait aussi qu'on voit prendre forme là une communauté de deuil dont les frontières sont vraiment imprécises en fait. Il y a eu une bascule très importante du comportement de la société civile envers les victimes après le 13 novembre 2015. Jusque-là, personne ne se sentait concerné, tout à fait. Où chacun avait un prétexte pour dire « ça ne me regarde pas ». Je ne suis pas journaliste, je ne suis pas caricaturiste, je ne suis pas juif, je ne suis pas policier. Autant de raisons pour dire « oui, c'est pas bien, mais moi je suis à l'abri ». Tout ça a explosé, excusez-moi du terme, après le 13 novembre. Et tout le monde d'un seul coup s'est senti concerné et l'empathie de la société envers les victimes a complètement basculé dans sa façon de s'exprimer. Les humains sont des animaux qui communiquent et qui ont développé des symboles leur permettant de partager des expériences.
Ce ne sont pas seulement des mots, mais aussi des gestes qui montrent que les humains sont des animaux empathiques. Cette empathie n'a refait surface que récemment, au moment précis où nous avons vécu cette expérience nouvelle que sont les attentats terroristes. C'est une qualité très importante. Elle nous aide non seulement à ressentir avec les autres, à penser avec les autres, mais également à coopérer avec les autres. C'est ainsi que se bâtissent les cultures. Le 13 novembre est un événement majeur dans la structuration de la mémoire collective des Français. Je dirais même que c'est un événement monde. J'ai discuté avec mes collègues, je me posais la question. En Belgique, aux États-Unis, en Israël, c'est un événement monde. Comme le 11 septembre a été, 11 septembre 2001 bien sûr, est considéré comme la matrice du XXIe siècle. De même que la Deuxième Guerre mondiale a été longtemps considérée comme la matrice du temps présent, du très contemporain. Je pense que le 13 novembre joue un peu ce rôle-là, va jouer ce rôle-là dans la mémoire collective des Français. Dès 2016, Denis Péchanski monte avec Francis Eustache, neuropsychologue, un très ambitieux projet de recherche transdisciplinaire sur la mémoire des attentats. Le projet 13 novembre, à la croisée de l'histoire, des neurosciences, de la sociologie et des statistiques. Il s'agit de recueillir pendant 10 ans les témoignages de 1000 personnes, principalement des victimes et des primo-intervenants. Confidentiels, ces entretiens permettront aux scientifiques d'analyser l'évolution de la mémoire du 13 novembre. Est-ce que vous pourriez me raconter le 13 novembre 2015 ? C'était quoi alors votre première réaction? Est-ce que vous diriez que ce sont des sensations pénibles? Avez-vous l'impression d'avoir ressassé cet événement? Est-ce que vous pouvez me raconter un peu les jours qui ont suivi, ce que vous avez fait? Avez-vous eu des difficultés pour revenir à la normale? Est-ce qu'il vous est arrivé aussi d'y penser volontairement? J'ai participé aux entretiens scientifiques de l'INA par souci du témoignage historique. Ça me semblait important d'y amener une contribution personnelle, une contribution, entre guillemets, citoyenne. La question n'est pas d'essayer d'oublier, d'enfouir, parce que alors, je pense que ça, c'est négatif. Et que j'ai pas envie d'oublier. Et je me le ressasse tout le temps. C'est mon film qui revient tout le temps. Je me souviens de tout, de A à Z, du début jusqu'à la fin. Je l'explique dans le sens où, en fait, les seuls réels témoins et les seules mémoires de ce qui s'est passé, c'est nous, les victimes. On a eu la chance, pour certains, d'en sortir non blessés. Et c'est déjà, par respect pour tous les autres qui sont restés, ce besoin de mémoire, de pouvoir raconter les choses comme elles se sont réellement passées. Les attentats du 13 novembre sont déjà un marqueur de la mémoire collective. Bon. Eh bien, on va participer, d'une certaine façon, à la connaissance de cette mémoire collective et à l'inscription dans la mémoire collective de la parole de l'individu. Et c'est dans ce face-à-face, cette combinaison, cette articulation que se trouve aussi la dimension patrimoniale de notre programme. C'est à l'hôpital, quand on m'a dit les mots « attentat terroriste », là, je me suis rendu compte que c'était quelque chose d'une grande ampleur. Et les jours qui ont suivi avec l'acharnement médiatique, même si je n'étais pas au courant de tout, je savais qu'on en parlait tout le temps. Là, je me suis rendu compte que ça allait être un événement historique et que ça allait finir par ne plus nous appartenir, à nous qui l'avons vécu. Je ne peux pas encore tirer des conclusions, évidemment, des témoignages. Est-ce qu'au bout de 10 ans, on va avoir un grand récit partagé par tout le monde,
Ou bien est-ce qu'on va voir émerger au fur et à mesure plusieurs récits? Bon, alors comment ils se construisent ces témoignages? Pourquoi ils évoluent? Comment ils évoluent? Et éventuellement, comment ils se co-construisent avec d'autres? Comment le témoignage d'un individu absorbe ce que dit la mémoire collective? Suite aux attaques du 13 novembre, des milliers de personnes ont développé des traumatismes psychologiques, appelés syndrome de stress post-traumatique, angoisse, phobie, dépression, troubles du comportement ou addiction. Il y a des jours où je vais vraiment pas bien, je m'enferme sur moi-même. Quelque part, j'ai quelque chose qui me pèse, où j'ai besoin de... Enfin, j'ai besoin d'en parler, j'aurais besoin d'hurler presque. Quand je suis tout seul à la maison, c'est ce que je fais d'ailleurs. Plus d'une personne sur deux, présente sur les lieux des attentats, souffre d'un syndrome de stress post-traumatique. C'était des souvenirs qui étaient là, quoi. Je vivais dans le Bataclan. Que ce soit matin, midi, soir, je me réveillais Bataclan, je me couchais Bataclan, je mangeais Bataclan. J'arrivais pas à les chasser de moi-même, c'était impossible. C'était bien trop violent. C'est comme si on me forçait à voir un film violent comme ça et impossible de détourner le regard, quoi. Le syndrome de stress post-traumatique, c'est à la fois une pathologie qui est connue depuis longtemps, puisqu'elle a été décrite, ce qu'on appelait autrefois les névroses de guerre, sur les champs de bataille. En même temps, c'est une pathologie qui est mal connue par les méthodes modernes de la médecine ou des neurosciences. On considère maintenant que c'est une distorsion de la mémoire, c'est la mémoire qui se fabrique mal en quelque sorte, c'est une distorsion de la mémoire. Mais on comprend encore très mal pourquoi ce syndrome se développe. Et puis c'est encore moins bien connu sur le plan de l'impact sur le cerveau. L'équipe dirigée par Francis Eustache s'intéresse aux mécanismes cérébraux en jeu dans le stress post-traumatique et, plus précisément, sur ceux liés à l'apparition de souvenirs intrusifs douloureux. Et ce qu'on étudie ici, c'est la capacité du cerveau à bloquer, à stopper un souvenir. Cette capacité, elle pose problème évidemment dans le syndrome de stress post-traumatique, puisque justement, dans le cadre de cette pathologie, ils sont envahis par des souvenirs traumatiques qui n'arrivent plus à contrôler, qui deviennent complètement incontrôlables et qui surgissent n'importe quand. Donc nous, ce qu'on essaye de comprendre, c'est déjà premièrement quels sont les mécanismes que le cerveau met en place pour essayer de bloquer un souvenir, pour essayer de le supprimer de sa mémoire, et essayer de déterminer si ces mécanismes jouent un rôle dans le développement des symptômes liés au stress post-traumatique. Manon Hautecoeur fait partie des 200 personnes volontaires, parmi les 1000 filmées en région parisienne, qui participent à l'étude neuroscientifique menée à Caen. Je suis encore sujette aux crises d'angoisse, aux crises de panique, qui sont très fortes. Je supporte pas les sirènes, je supporte pas la lumière bleue. Pendant 2 jours, elle va se prêter à une série de tests destinés à analyser le fonctionnement de sa mémoire. J'ai vu les gens tomber en pensant que c'était des pétards, en fait. Est-ce que vous avez réagi fortement lorsqu'on vous rappelle le 13 novembre? Oui, j'aime pas beaucoup qu'on me le rappelle. D'accord. Qu'est-ce que ça vous provoque en termes d'émotion, en termes de physique? Culpabilité. Culpabilité, d'accord. Je suis en lien en fait qu'avec des personnes qui ont été blessées. Voilà, moi je le suis pas donc. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir de fortes réactions de sursaut? Oui. Oui. C'est dans quelle situation? Je suis devenue très sensible au bruit. Et j'évite les endroits où il y a beaucoup de monde. Quand les tirs ont commencé, je me suis fait emporter par la foule. Et à ce moment-là, plus de son, plus d'image. Le noir complet. Je sais pas si c'est mon cerveau qui a coupé. J'y pense tous les jours, de façon
plus ou moins, entre guillemets, violentes. Un des tests passés par les volontaires est appelé eye tracking. Il s'agit d'étudier la réaction d'une personne qui fait face à une attitude négative. Des capteurs enregistrent les mouvements de ses yeux lorsqu'elle est confrontée à l'image d'un visage exprimant la tristesse ou la colère. Le petit travers, c'est le parcours du regard. Et le petit point jaune, c'est là où il est actuellement. Quand on lit, en fait, on fait des fixations tous les quarts de seconde sur un empan de quelques lettres, et c'est comme ça qu'on lit. C'est pareil sur l'exploration des visages. On a l'impression que quand on regarde un visage, on fixe un point vaguement, mais pas du tout, en fait, les yeux, ils explorent. Il est clair que chez des personnes qui ont été exposées à un traumatisme important, il peut exister une difficulté à gérer des émotions négatives. Cette difficulté pourrait avoir des répercussions sur les interactions sociales de ces personnes et les handicaper dans la vie de tous les jours. Alors ce sont des handicaps relativement subtils d'extérieur, mais qui prennent tout leur sens et toute leur problématique dans une vie quotidienne où nos interactions sociales sont à la base de notre vie. Une dernière expérience vise à enregistrer l'activité cérébrale des volontaires lors de l'apparition d'un souvenir. Elle nécessite un étonnant apprentissage. Alors au cours de cette expérience, vous allez devoir apprendre un certain nombre de paires de mots-images et votre tâche est de créer une connexion pour pouvoir vous rappeler de la paire. On va passer à l'IRM, vous allez refaire les exercices. Donc en même temps, on va enregistrer votre activité cérébrale. Il est très important de bien visualiser les images pour les mots en vert et de bloquer le souvenir des images pour les mots en rouge. Au sommaire ce matin, une étude prometteuse sur le stress post-traumatique. Nous ne sommes pas tous égaux face aux événements traumatiques. Certains oublient plus facilement que d'autres. C'est le constat que fait une étude de l'INSERM et du CNRS, publiée aujourd'hui dans Science. Les résultats obtenus par Pierre Gagnepin, le concepteur de l'expérience, révèlent un dysfonctionnement méconnu du cerveau chez les personnes atteintes du syndrome de stress post-traumatique. Ce qu'on a découvert au bout de 4 ans, c'est pas tant comment se crée le souvenir traumatique, parce que les personnes étaient déjà traumatisées, donc on avait déjà un souvenir traumatique, mais on essayait de comprendre en fait si elles n'avaient pas plutôt un problème pour contrôler et réguler la mémoire. Donc ce qu'on observe, c'est que les personnes qui ont un traumatisme plus important que les autres, notamment par rapport à celles qui sont résilientes face au traumatisme, elles ont une incapacité en fait à utiliser leur système de contrôle, qui est la zone un petit peu en avant comme ça du cerveau, pour venir en fait bloquer ou interrompre l'activité des régions de la mémoire. En temps normal, lorsqu'au niveau de l'hippocampe apparaît un souvenir intrusif, une zone située à l'avant du cerveau, le cortex préfrontal, inhibe l'activité de l'hippocampe ainsi que celle de plusieurs autres régions de la mémoire. Le souvenir est alors bloqué. Dans le cas d'une personne qui souffre de stress post-traumatique, lors de l'apparition d'un souvenir intrusif, le cortex préfrontal est dans l'incapacité d'inhiber les régions de la mémoire. Les émotions liées à ce souvenir traumatique, telles que le stress, la crainte, la peur ou l'angoisse, ne peuvent plus alors être contrôlées et envahissent la personne. Ce problème pourrait, selon les scientifiques, favoriser la formation d'un souvenir traumatique durable. L'étude des connexions dans le cerveau, entre les régions de contrôle et celles de la mémoire, atteste de ce dysfonctionnement. Chez une personne résiliente, les connexions sont bien plus nombreuses que chez une personne qui a développé un syndrome de stress post-traumatique.
Alors, les résultats qu'on observe nous donnent de l'espoir parce qu'ils suggèrent que les défaillances qu'on peut observer dans le syndrome de stress post-traumatique sont rémédiables. Puisqu'il s'agit d'un problème de fonctionnement et pas quelque chose qui est inscrit dans le marbre, il y a une possibilité d'améliorer cette fonction et remédier donc à leurs troubles. Un second axe de recherche ouvre de riches perspectives dans la compréhension du syndrome de stress post-traumatique. Il se concentre sur la modification de l'hippocampe, une région du cerveau centrale dans la réactivation des souvenirs. Chez les personnes souffrant du syndrome de stress post-traumatique, une sous-région de l'hippocampe, altérée, voit sa taille diminuer. Les recherches menées à Caen démontrent que cette sous-région peut augmenter de volume chez les personnes qui guérissent de leur syndrome de stress post-traumatique. On ne sait pas en fait si cette altération elle est préexistante ou acquise sous l'effet de la réponse au stress. Mais en tout cas, en fait, ce qui va nous préoccuper pour l'avenir, c'est d'essayer de comprendre en fait le lien entre le fonctionnement du cerveau, cette capacité à réguler la mémoire, et les altérations physiologiques qu'on peut observer au niveau de l'hippocampe. Est-ce que ces deux phénomènes qui sont complètement indépendants et qui influencent en fait les trajectoires cliniques de façon indépendante, ou est-ce qu'il y a des liens en fait qui peuvent s'établir? Et ça nous permettra de mieux comprendre qu'est-ce qu'il faut traiter en premier. C'est quelque chose de tout de même extrêmement précieux. De considérer que la personne qui va mieux, elle va mieux dans un environnement. Ça peut être un psychologue qui prend en charge la personne, ça peut être une aide médicamenteuse, ça peut être des thérapies de différentes formes. Mais tout cela va contribuer au chemin positif de la personne. Et j'aurais tendance à dire que le cerveau va mener aussi son propre chemin. C'est un ensemble. Et on revient vraiment à l'ambition du programme 13 novembre, c'est d'essayer d'avoir l'ensemble de ces cartes pour comprendre. Ce qui s'est produit hier à Paris et à Saint-Denis, près du Stade de France, c'est un acte de guerre. La France, parce qu'elle a été agressée lâchement, honteusement, violemment, la France sera impitoyable. En prononçant le mot « guerre », François Hollande fait immédiatement entrer les attentats du 13 novembre dans l'histoire de France. La réaction républicaine est à la mesure de l'émotion suscitée. Le 16 novembre, à midi, une minute de silence est observée dans toute la France, mais également en Europe, ainsi que dans de nombreux pays dans le monde. Pour la première fois dans l'histoire de France, un deuil national de plusieurs jours est décrété. Et le 27 novembre, un hommage national est rendu aux Invalides. Alban de Nuit, 32 ans. Elif Dogan, 27 ans. Thomas Duperron, 30 ans. Mohamed Jamais Amin jusque-là, Ibn des victimes Mubarak. civiles anonymes n'avaient été honorées dans cette enceinte militaire. Marie-Charlotte Mosser, 24 ans. Cette cérémonie aux Invalides, en fait, elle m'a surprise. Il y a eu, dans l'histoire de France récente, des événements graves. Et je n'ai pas le souvenir, curieusement, qu'on ait fait si grand cas des personnes, des victimes. Noémie Gonzalez, 23 ans. Renaud Le Guen, 29 ans. Lamia Mondéguer, 30 ans. Quentin Mourier, 29 ans. Victor Munoz, 24 ans. Je crois qu'il a toujours fallu, pour une société, honore ses morts. Ça a commencé par les morts à la guerre.
Et ensuite, c'est seulement depuis le milieu du XXe siècle, après la Shoah, après aussi Hiroshima, les deux grandes catastrophes du milieu du XXe siècle, qu'on a commencé à s'intéresser aux victimes civiles, parce qu'il y en avait un très grand nombre et qu'il fallait trouver un moyen de les reconnaître. Il n'y a pas d'héroïsme dans le fait d'être la victime d'un attentat terroriste. Les victimes du terrorisme se sont en général juste trouvées au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc qu'est-ce qui est alors reconnu par l'État quand il commémore les victimes des attentats terroristes? Eh bien quelque chose comme la solidarité de la nation, c'est-à-dire l'idée que c'est eux, ça aurait pu être n'importe qui, n'importe quel autre, et de ce fait même, la nation tout entière se doit de témoigner sa solidarité. Mais la victime a pris de plus en plus d'importance dans nos sociétés parce que la mémoire a pris de plus en plus d'importance. La mémoire est devenue un nouveau droit de l'homme, un nouveau droit humain si vous préférez. Alors autant l'oubli a pu être, encore une fois dans le passé, une façon de sortir d'une guerre civile ou d'un conflit, on oublie pour se réconcilier, pour aller vite, autant aujourd'hui l'oubli est condamné, est considéré comme un crime après le crime. Le premier anniversaire des attentats marque une étape importante dans la transmission mémorielle des événements. Des plaques commémoratives portant les noms des victimes sont dévoilées sur chacun des lieux des attentats. Un lieu du souvenir, c'est un lieu dans lequel, et c'est tellement important, soit gravé tout le nom des victimes. C'est un lieu dans lequel on puisse se rappeler de chaque nom singulièrement, parce que la logique du terrorisme, c'est d'effacer les singularités. C'est de frapper à l'aveugle, et au moment où elle frappe, de ne savoir même pas qui elle tue. Lola Ouzounian, Isabelle Merlin, Fanny Minot. Je suis convaincu que pour que la mémoire soit préservée, il faut qu'elle soit d'une certaine manière étayée, c'est-à-dire qu'il y ait un rappel régulier, en tout cas qu'il y ait un processus de préservation, voilà, un processus de préservation de la mémoire, sans quoi elle risque effectivement de s'étioler, de se perdre un peu dans les limbes. Au Stade de France, 1 an après la mort de son père, Michael Diaz tient à prononcer un discours. Il est 21h22. Je dîne au restaurant quand l'écran de télévision au fond de la salle affiche soudainement un bandeau. Explosion au Stade de France, 1 mort. Je me dis, heureusement, il n'y a qu'un mort. Mais à cet instant, je suis loin de m'imaginer que cette seule première victime, c'est mon père. Dans tous les cas, il y a une part de réconfort dans ce genre d'hommage. La tension qu'on nous porte est toujours réconfortante. Et donc, le fait d'avoir mis cette plaque au Stade de France, par exemple, est forcément quelque chose qui est... C'est peu de choses. C'est qu'une plaque de marbre, mais qui, dans le fond, à nous permet de nous recueillir, par exemple, avec un peu plus de sens. Quand j'ai vu la plaque dévoilée et que j'ai lu Romain Didier, le compagnon de ma fille, et Lamia Mondeguer, je me suis dit « Ah, cette fois-ci, elle est morte ». Alors que je le vivais depuis des mois. Mais là, c'était officiel. Le nom était gravé dans le marbre pour tous les passants, pour toutes les personnes qui allaient... voilà. On ne se souvient jamais tout seul, en réalité. On se souvient à partir des traces qui sont laissées, et ces traces sont collectives. On n'est jamais seul avec sa mémoire. La mémoire individuelle, elle nous rattache immédiatement aux autres. C'est une mémoire qui est
immédiatement partagé. De nombreux hommages aux victimes des attentats ont également lieu en région. À Tonnerre, 500 personnes assistent à l'inauguration d'un kiosque à musique qui prend le nom de Baptiste Chevreau, jeune tonnerrois de 24 ans, tué au Bataclan. Une preuve que la mémoire des attentats du 13 novembre s'inscrit durablement sur tout le territoire. Ce ne sont pas seulement les victoires qui forgent une communauté et cimentent une société. Ce sont aussi les traumatismes. Pour paraphraser Ernest Renan, c'est la défaite qui crée la communauté, pas seulement le triomphe. Cette phrase renferme une grande sagesse parce qu'elle implique des luttes sociales plus intenses et un effort commun. C'est une prise de position beaucoup plus engageante. À Château-Larcher, c'est à une cérémonie du 11 novembre bien particulière qu'assistent les habitants. Chloé Boissineau a été assassinée à la terrasse du café Le Carillon le 13 novembre 2015. Pour la première fois en France, le nom d'une victime civile d'un attentat est inscrit sur le monument aux morts d'une commune. Elle va vraiment faire partie du village, quoi. Et j'ai même mis un drapeau à côté de sa tombe parce que j'estime qu'elle était française et c'est pour ça qu'elle a été tuée, quoi. Pour sortir d'une guerre, même une guerre perdue, hein, comme les guerres coloniales, la guerre d'Algérie ou la guerre d'Indochine, bon, on portait attention, on faisait attention aux héros. Et c'est en général eux qui étaient souvent l'objet de commémoration, d'attention, etc. Eh bien, aujourd'hui, on est passé du héros, en gros, à la victime. C'est-à-dire, on va beaucoup plus, s'intéresser à des souffrances. Ça, c'est le maître mot, à la souffrance, à la trace, mais à la trace, à la blessure. C'est quelque chose qui montre à quel point le prix de la vie humaine, l'attention qu'on lui porte, aurait changé. Année après année, une fois les commémorations officielles terminées, les associations de victimes organisent leur propre hommage à la mairie du 11e arrondissement de Paris. L'occasion de réunir les familles endeuillées et les survivants des attentats dans une atmosphère bienveillante. When the night has gone and the land is dark and the moon is the only I will see. Les journées de commémoration sont très importantes. Il se produit un phénomène presque magique quand on ravive la mémoire et les cultures s'en nourrissent quand on célèbre les fêtes et les jours fériés. C'est une sorte de support commun qui permet aux expériences individuelles et à la mémoire collective d'interagir et même de fusionner. Pour nombre d'entre nous, point besoin de commémoration tant le souvenir est en nous, tapis, d'un sommeil trop léger, qu'une image, une musique, un lieu suffit à réveiller. Et la douleur est immense et la tristesse infinie. La mémoire doit trouver sa juste place. Il importe de trouver la bonne méthode, la bonne voie pour qu'il reste quelque chose dans la mémoire de nos petits-enfants et dans celle des enfants de leurs enfants. Les rencontres entre victimes sont assez particulières, dans le sens où on a tous un vécu commun qui rend l'échange très facile et qui fait qu'on n'a pas besoin d'en parler pour penser aux événements. Pour autant, on a toujours un mot pour s'enquérir de l'état de santé
physique, mentale des autres victimes qu'on croise. Et donc, incidemment, on est en permanence à tâter le pouls de comment est-ce que se sent la communauté des victimes quand on se croise. J'ai été conviée aux cérémonies d'hommage pour les attentats. J'ai eu très envie d'y aller, mais les émotions étant si fortes que je ne me sentais pas la capacité à tenir debout. Donc on reste quand même dans une grosse contradiction parce que on ne veut pas raviver la douleur et on ne veut pas que les autres oublient ou n'y pensent pas. C'est faux de croire que de toute façon, il faut passer à autre chose, il faut tourner la page. Mais ça n'a pas de sens. Quelle page tourner? De toute façon, les pages se tournent, de toute façon, le temps roule. Mais tourner la page de quoi? J'aime bien l'image des Indiens d'Amérique qui disaient que l'on marche à reculons, on a toujours le passé devant nous. J'ai eu peur que ça devienne un fardeau, dans le sens où ça m'enferme dans une image, ben voilà, moi je suis celui qui était là-bas, parmi tout mon cercle d'amis, toutes les connaissances, ou même les prochaines connaissances. Les victimes n'ont qu'une envie, en général, c'est de pouvoir passer à autre chose, faire oublier ce qui s'est passé, parce qu'elles n'ont qu'une envie, c'est de sortir de leur position de victime. Mais elles s'aperçoivent qu'elles ont du mal à le faire si elles ne sont pas accompagnées et reconnues. Et donc a été mis en place la médaille de reconnaissance des victimes du terrorisme, qui est pour nous essentielle. J'ai mis du temps à me décider à la demander. Au début, je pensais que ça ne servait à rien, puis je me suis dit que ce serait quelque chose, une sorte de reconnaissance. C'est un symbole et comme une marque, vu que je n'ai pas été touché physiquement, enfin, j'ai pas de cicatrice, ça va un peu servir à ça. Créée en 2016, la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme a été décernée à 124 victimes des attentats du 13 novembre, dont 25 à titre posthume. C'est un sens avant tout symbolique. Bon, j'ai été très partagé sur le sens que ça pouvait donner. J'ai un petit garçon aujourd'hui et je me suis dit que c'était un symbole plus... un support, une certaine forme de support qui pourrait un jour me permettre de lui expliquer quelle expérience nous avons vécue, moi et mon épouse. Entre 1974 et 2014, 45 attentats ont touché des Français, que ce soit en France ou à l'étranger. L'année 2015, avec les attentats contre Charlie Hebdo, l'Hyper Cacher et ceux du 13 novembre, marque une rupture. Depuis, les attaques terroristes se multiplient. En 5 ans, en France et à l'étranger, 48 attentats ont frappé des Français. Chaque attentat a ébranlé les Français. La France doit savoir regarder en face les réalités que cela implique et mener un travail mémoriel, scientifique, pédagogique. Dès 2018, la décision de construire un musée mémorial des sociétés face au terrorisme est prise. Sa conception est confiée à l'historien Henri Rousseau. Son inauguration est prévue en 2027. Nous, notre projet, pour des raisons qui tiennent d'abord à l'histoire de France, ce qui s'est passé dans ce pays, à des choix politiques, à nos choix à nous, et puis parce que ça paraît presque une évidence, c'est de commémorer et de rendre compte d'un phénomène qui s'étend sur au moins un demi-siècle. Et donc il faut prendre en compte un nombre assez important de victimes, des types d'attentats qui sont très divers de par leur nature. Le cœur de notre sujet, c'est d'appréhender quelque chose qui est complexe, mais sur lequel on réfléchit tous de manière assez unique.
Je crois que c'est essentiel, je crois que ça a été dit autour de cette table, le côté physique, le côté toucher, le côté déposer une fleur. Ce mémorial, il est un substitut de beaucoup d'autres choses pour les familles. Et surtout, s'il rassemble, là c'est la caractéristique de notre projet, des gens qui viennent d'expériences tout à fait différentes. Dans les années 60-70, le terrorisme, il est international ou national. Quand il est national, il est d'extrême gauche, il est d'extrême droite, ou il est indépendantiste, basque et autres, ou un mélange de tout ça. Et quand il est international, lié à la cause palestinienne. On rentre dans le terrorisme global, de mon point de vue, dans les années 80, alors avec le terrorisme djihadiste. Ce n'est pas parce qu'il y a une histoire, on va dire, négative, entre guillemets, que le public ne vient pas chercher et ne veut pas comprendre. En fonction de l'emplacement qui sera choisi, on aura tel public ou tel public. Le futur musée mémorial sera consacré à tous les attentats ayant touché des Français depuis le début des années 70. Jusque-là, tous les musées mémoriaux sur le terrorisme n'étaient consacrés qu'à un seul attentat. En témoigne le musée mémorial de Munich. En 1972, lors des Jeux olympiques, un commando palestinien avait pris en otage des athlètes israéliens. 11 d'entre eux avaient trouvé la mort. Il était important que ce mémorial accueille les proches des victimes, mais qu'on puisse également s'y procurer des informations. Au lancement du projet en 2014, on ne pouvait pas prévoir qu'un an plus tard, il y aurait autant d'attentats en Europe. Malheureusement, le sujet n'est pas clos. J'espère que ce sera aussi un lieu pour les générations futures. Nous avons besoin des ressources du passé pour construire un avenir. L'idée, c'est que les cultures sont faites pour transmettre des ressources d'une génération à l'autre. Cela permet de ne pas recommencer à zéro en permanence et de tisser, d'une certaine manière, une continuité des normes, du sens, des codes, des traditions, ainsi que des pratiques. Le musée mémorial de Munich a été inauguré en 2017, 45 ans après la mort des athlètes israéliens. 45 ans pour que la mémoire des attentats trouve sa place dans l'histoire. Pour des tragédies qui sont plus récentes, on remarque une accélération entre le moment de l'événement et sa commémoration sous forme de musée mémorial. Et ça veut dire quoi? Je crois que ça veut dire qu'il y a peut-être un besoin le plus rapide possible, peut-être de la part de la société civile, mais clairement de la part des politiques en place, de vouloir marquer le lieu où s'est passé un attentat. À New York, il ne s'est écoulé que 13 ans entre les attentats du 11 septembre 2001, qui ont tué 2699 personnes, et l'ouverture en 2014 du musée mémorial. Chaque année, plus de 6 millions de personnes venant du monde entier viennent le visiter. Le grand événement médiatique transnational, ce sont les attaques terroristes du 11 septembre 2001, lorsque les tours jumelles se sont effondrées. Ces images sont restées gravées dans nos mémoires, parce que nombre d'entre nous en avons été témoins en temps réel. Nous les avons vus. Nous n'étions pas à New York, mais leur couverture médiatique a fait de nous des sortes de témoins secondaires. Les médias créent des icônes dans nos têtes. Ce n'était pas le premier attentat terroriste, mais à partir de là, beaucoup de gens ont pris conscience de leur réalité. Un mémorial a deux fonctions. La première est de réunir des personnes d'horizons différents dans un même espace. Et d'une certaine façon, cet espace commun fait résonner en chacun la notion d'éternité.
Il nous relie à la dimension la plus intime de l'être humain, qui est de faire face à sa propre mortalité et à la fin de sa vie. Deuxième point, puisque la fonction d'un espace public change au fil du temps, le rôle d'un mémorial évolue à mesure que la société accepte ou a besoin de conserver un lien avec l'événement en question. Dans un musée qui a d'abord une vertu pédagogique, je pense qu'il est important de comprendre pourquoi les victimes sont des victimes, pourquoi elles ont été assassinées, pourquoi elles ont été tuées. Et je crois que c'est vraiment important de profiter du contexte pour expliquer ce qui s'est passé, le cadre politique, le cadre social, etc. de l'époque. Et là, il y a vraiment cette dimension beaucoup plus universelle que prend le musée quand il s'adresse à des gens plus jeunes, des gens qui n'ont pas vécu cette époque, pour leur parler du contexte plus général des attentats. Le mélange mémoire-histoire n'est pas si simple. Mais je crois que ce qui est très important, c'est d'un côté de respecter la souffrance lorsqu'il y a des enfants, des familles, des souvenirs, le sentiment d'avoir été privé de quelque chose, ça peut remonter très loin dans le temps, d'un côté. Et d'un autre côté, il est non moins important de faire passer la mémoire vers l'histoire, de la faire entrer dans l'histoire. Les historiens allemands disent souvent « Le témoin est le plus grand ennemi de l'historien ». Ça a toujours été le cas. Quand on présente un ouvrage historique, un film ou un documentaire, il y a toujours des gens pour dire « J'étais là, et ça ne s'est pas passé comme ça ». C'est inhérent à la nature même de la mémoire. Chacun a sa propre vision des événements. Chacun a son propre point de vue quand il voit ou vit quelque chose. Chacun se forge sa propre interprétation des événements. Donc chaque événement historique offre de multiples perspectives. La mémoire est un sentiment qui est vécu au présent, qui est une mémoire affective, individuelle, chacun n'a pas la même expérience de quelque chose, et l'histoire est un phénomène intellectuel de reconstruction par des traces laissées, par un travail de reconstitution, et qu'on sait très bien que cette reconstitution n'est pas exactement conforme à ce qui a pu se passer, mais c'est un travail de reconstruction. C'est pour ça que d'ailleurs, je crois que l'histoire est un phénomène unificateur, en gros, tandis que la mémoire est un phénomène diviseur, par principe. Et je pense que de 50 ans... Bon, ce sera un fait d'histoire. Certainement. En mémoire de toutes les victimes. Mais je crains quand même qu'en fait ça passe à l'oubli complet. Du moins pas avec le même impact. Pas avec l'impact que mériteraient les victimes physiques.